Bonjour, merci de nous retrouver pour le débat du net. On va faire le point sur le deuxième tour de l'élection cantonale qui nous attend ce dimanche. Les enjeux, les perspectives, ce qu'il faut en entendre. Avec trois invités sur le plateau, vous les connaissez, ils sont habituels ici pour le débat du net sur France 3 Languedoc-Roussillon. Mohamed Bouclid, bonjour. Bonjour. Président de l'Université populaire de la Pailla, docteur en informatique. De l'autre côté, Jean-Pierre Foubert, bonjour. Bonjour. Docteur en sociologie, ancien enseignant à l'école d'architecture de Montpellier. Et puis Anne Brissot, bonjour. Bonjour. Conseillère municipale de Montpellier et de la métropole. Au centre, c'est ça, Montpellier au centre. C'est votre étiquette. Alors, quels sont les premiers enseignements que vous tirez de ce premier tour des élections cantonales, départementales ? Alors, si on veut parler du contexte national, pour commencer, on voit qu'il y a une nette progression de la droite et du centre en France. Et j'ai l'impression que les Français ont réagi et ont passé un message. Après, ce qui est inquiétant, c'est l'abstention toujours présente. Alors, on dit toujours un peu moins présente que les fois d'avant, mais elle est toujours présente. Et finalement, on la comprend parce que comment parler en fait de représentation et comment parler d'un sujet et se prononcer, comment être motivé pour aller voter pour des élus dont on ne connaît même pas les missions. Et donc là, je pense qu'il s'agit d'une vraie erreur et d'une grave erreur du gouvernement qui est responsable finalement de cette montée, de cette progression du FN, puisque c'était une élection qui a concerné majoritairement des militants et des personnes concernées par les partis politiques, la vie des partis politiques, et non finalement la mission du département. Jean-Pierre Foubert, votre commentaire ? Moi, je ferai une première constatation, qui est que d'abord, ça n'a pas été vraiment une élection cantonale ou départementale, mais une élection nationale. Je pense que le fait que les grands leaders des partis politiques, de noms, par exemple, les échanges verbaux entre Nicolas Sarkozy et Manuel Valls ont fait qu'effectivement, ça a nationalisé cette élection. Deuxièmement, on votait dans tous les cantons de France en même temps. Donc, c'était un petit peu comme si on était dans le cadre de mini-législatives. Le Front National progresse effectivement en pourcentage, j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois, pas excessivement en voix. Donc je pense que le score que peut faire la droite républicaine, entre guillemets, et le rapport avec la gauche est plus lié à cette augmentation de l'abstention qu'à une réalité du rapport gauche-droite dans le panorama politique français. Et quand on dit gauche, en fait, les chiffres qui sont annoncés, c'est l'EPS par rapport à l'UMP, mais c'était l'UMP, une partie du centre, l'UDI, etc. Donc si on regarde le rapport droite-gauche pris dans son ensemble, et sans tenir compte des divisions éventuellement qui peuvent exister dans les différents pôles, on s'aperçoit que le rapport gauche-droite est à peu près équivalent en France. Pas forcément dans la région Languedoc-Roussillon, mais en France. Mohamed Bouclid. Oui, je partage l'analyse de Jean-Pierre Foubert. Effectivement, on s'attendait à ce qu'on ait une abstention plus forte. On s'est rendu compte effectivement que la participation a été plus forte. On peut expliquer finalement ce phénomène par le fait que Valls, en arrivant au gouvernement, avait annoncé la suppression des gouvernements, du département. Et au final, ce qui s'est passé très clairement, c'est qu'on a envoyé les électeurs vers ces élections pour des conseils départementaux dont on ne connaît pas encore les compétences. Non, mais enfin, est-ce que c'est pas un petit peu tiré par les cheveux parce que le citoyen, déjà, il ne savait pas les compétences avant, quasiment. Voilà, et donc ça a été ressenti effectivement comme un mépris. Et effectivement, on aurait pu s'attendre à une abstention plus forte. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un vote sanction. Un vote sanction pour dire encore plus de résultats dans des domaines que nos concitoyens jugent prioritaires, à savoir l'emploi et le logement. Donc vous êtes d'accord avec Anne Brissot ? On est d'accord sur l'idée. On est d'accord sur le fait qu'à un moment donné, il faut prendre encore plus les préoccupations de nos concitoyens. Cela explique le fait que finalement, on a eu des résultats qui ont été extrêmement faibles vis-à-vis des partis politiques, au premier rang duquel du Parti socialiste. Mais ceux qui ont profité finalement de ce premier tour des départementales, c'est d'abord l'abstention, l'UMP et le Front National. Pourquoi les partis politiques n'ont plus envie d'aller voter, Anne Brissot ? Je n'ai pas l'impression que ce soit les partis politiques qui donnent plus envie. Alors les hommes politiques ou les femmes politiques Disons qu'on se dit aussi que finalement, si on critique autant les partis politiques, c'est peut-être qu'on en attend beaucoup et qu'on en attend plus en tout cas que ce qu'ils nous offrent. Donc pour moi, les Français sont conscients que les partis politiques peuvent apporter plus. À nous maintenant de regarder ces résultats,
et de comprendre ce vote en fait, pourquoi les Français sont allés voter FN, et essayer de peut-être leur permettre de se réapproprier la République. Parce qu'on voit bien qu'il y a un message quand même au fond de ce vote, enfin, il est clair. Et ce message, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est un message qui est plus national que local, en général. Et puis à Montpellier, on en parlera tout à l'heure, c'est quand même différent. Donc rien n'a changé. Mais tout ça, on le sait, depuis 20 ans, Bourdieu l'a écrit, on devine pourquoi les gens décident de porter leur bulletin pour le Front National. Oui, alors là, il faudrait le sentiment de non-reconnaissance. Alors, il faudrait faire une distinction entre le Front National dans le Nord ou dans les régions, les anciennes régions industrielles, et le Front National dans le Sud. Parce que je pense que ce n'est pas le même comportement, le comportement électoral. Mais ce que je voudrais dire sur le Front National, sans mésestimer les résultats que le Front National peut faire au niveau national et même local, c'est le fait que d'avoir présenté autant de candidats partout a permis, notamment dans le monde rural, que des votes Front National s'expriment où il n'y avait pas de candidat précédemment. Donc en fait, je pense que la tactique du Front National a été extrêmement payante parce qu'ils ont créé une espèce d'ancrage un peu partout sur les territoires nationaux. Je pense que c'est le parti, enfin je ne pense pas, j'en suis sûr, c'est le parti qui a présenté le plus de candidats au niveau national. Donc forcément, ces voix se sont retrouvées sur un maillage qui n'avait plus rien à voir avec le fait qu'il y ait ou non beaucoup d'immigrés, il y ait ou non une insécurité, etc. C'est-à-dire, paradoxalement, le Front National a fait des scores qui ne sont pas justifiés par rapport aux arguments qu'utilise d'habitude le Front National pour faire des voix. Donc ça me paraît être un phénomène extrêmement intéressant à analyser. Donc effectivement, on pourrait dire, même si je pense qu'il y a un changement notable, puisque maintenant on est dans un système de tripartisme, voire de quadripartisme, si on tient compte de on va en parler dans quelques instants. Vous en parlerez tout à l'heure, mais ça c'est un changement assez notable dans une république qui était basée sur une alternance, une fois la gauche, une fois la gauche, 3 fois la droite, en gros ça doit être le rapport depuis le début de la Troisième République, même peut-être plus, mais je pense que quelque part, la formule « il faut que tout change pour que rien ne change », il y a un peu de ça quand même. Le guépard. Le guépard. Alors pourquoi plus... Est-ce qu'il y a un désir de politique ou pas? On a l'impression que les gens ils sont en colère. Oui, tout à fait. La réalité, on l'a dit lors de nombreux débats, nos concitoyens sont plongés dans des crises historiques majeures et ils attendent des réponses. Et manifestement, ils ne le trouvent pas à travers les politiques. C'est la raison pour laquelle, manifestement, ils s'orientent vers l'abstention. Ou le Front National. Ou le Front National. Mais comme je le dis depuis des années, il faut que nos élus, nos formations politiques changent leur logiciel politique. Et pourquoi ils ne le font pas? Ça fait 20 ans qu'on nous parle du Front National. Ils ne le font pas parce que à partir du moment où ils ont décidé d'abandonner le terrain, d'abord à l'abstention, puis au Front National, ils n'écoutent pas finalement avec empathie nos préoccupations de nos concitoyens et cela contribue finalement à être finalement dans l'entre-soi politique. Ce qu'il faut très concrètement, c'est qu'ils débattent des vraies questions de nos concitoyens, qu'ils arrêtent finalement, je parle par exemple là de la droite et de la gauche, c'est le débat qu'on avait eu avec Anne Brissot concernant cette confusion, de se renvoyer dos à dos des anathèmes. Cela contribue à cette polarisation qui a créé, comme on va le voir, finalement, cette tripartition de la vie politique avec 3 gros blocs maintenant, la gauche complètement divisée, la droite et le centre, quand elles se rassemblent, ça produit finalement les résultats qu'on a vus dimanche soir, puisqu'ils étaient en tête. Ça a payé de ce point de vue-là. Et effectivement, un Front National à travers ce rassemblement bleu marine. Voilà, donc à un moment donné, ce qu'il faut, c'est crever ces abcès idéologiques quant à la question européenne, la question de la mondialisation, toutes ces questions qui inquiètent finalement à juste titre nos concitoyens, mais aussi les pratiques politiques, je ne le dirai jamais assez, à travers le cumul des mandats, le clientélisme qui a créé encore une fois un communautarisme social dans nos villages et dans nos quartiers, dont nous avons vu le méfait à travers les attentats de Paris. Dernier mot sur ce chapitre, crise du militantisme ou pas? Parce qu'on parle d'abandon du terrain, qu'on ne frappe plus aux portes, qu'on ne rencontre plus les gens pour créer des forums, etc.
En fait, c'est pas on, parce que finalement, il y en a quand même qui continuent à le faire. Et je vous dis qu'à Montpellier au centre, en tout cas, c'est vraiment ce qu'on fait au quotidien. Mais c'est sûr que il faut rendre les gens plus concernés par la politique. Et surtout, le fait qu'ils comprennent pourquoi ils vont voter, dans quelles conditions et quelles sont les missions des élus, c'est quand même le minimum pour les rendre concernés. En 10 secondes. Oui, par rapport aux abcès idéologiques dont je parlais tout à l'heure, aujourd'hui, la droite, elle est dans le nini. Là où elle est dans le cadre du rassemblement de la droite et du centre, où on voit Sarkozy aller vers finalement la droitisation, l'extrême droitisation, comme il l'avait fait pendant les présidentielles. Il est très sévère sur le Front National. Moi, j'aimerais aussi. avoir son avis, Anne Brissot, par rapport à cette situation-là. Le nini, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis clairement contre le FN, donc j'appelle plutôt les gens à voter contre le FN. Mais quand, par exemple, aujourd'hui, la droite, certains penchants droitiers, associe la solidarité avec l'assistanat. Qu'est-ce que vous en pensez? D'aller finalement vers cette droitisation comme Laurent Wauquiez. Vous en pensez quoi? On a déjà eu le débat. Non, mais voilà. Mais on le voit ces derniers jours, finalement, une droitisation. Est-ce que vous êtes finalement dans la position de l'UDI ou dans la position très droitière de Nicolas Sarkozy? Dites clairement votre position par rapport à ça. Elle va répondre. Clairement, ma position, c'est j'appelle à voter contre le FN. Non, je ne partage absolument sur cette aucune question-là valeur. particulière, vous répondez pas. Je note que vous ne répondez pas, Madame Brissot. Je réponds, j'appelle à voter pour les candidats qui sont en face du FN. C'est pas le nini. Ça ne suffit pas, Madame. À un moment donné, il faut de la clarté. Mais c'est clair. Je veux dire, il n'y a pas plus clair. J'appelle, par exemple, à Montpellier, j'appelle à voter pour les candidats de Philippe Sorel. Je vois pas ce qu'il y a de moins clair. Le rassemblement de la droite ou du centre, ou finalement pour l'école buissonnière, c'est-à-dire finalement une droite forte qui va vers le Front National. On n'arrivera pas à vous réconcilier. C'est ce sujet-là, madame. C'est ce sujet-là. Jean-Pierre Foubert, on va conclure sur ce terrain-là. On n'arrivera pas à les réconcilier. Moi, je vois Mohamed Boukli tout à l'heure parler d'une gauche éclatée. Je pense qu'à l'heure actuelle, la droite est relativement unie. On commence à voir des divergences de vues. Qu'elle s'oriente vers le centre. Voilà. Enfin, des divergences de vues type déclaration de M. Estrosi à Nice, de M. Fournier à Nîmes, de M. Alduy ce matin dans l'Indépendant à Perpignan. Donc je pense que la préparation de 2017, qui est quand même le nec plus ultra de l'élection, va provoquer probablement une rupture au sein de la droite. Et il est probable... D'où ma question à Anne Brissot, justement. Donc, vous a répondu, monsieur. Oui. Non, pas clairement, non. Très bien. Merci. On va changer de thème. On va parler de la tripartition. On écoute le président socialiste du Conseil général de l'Aude qui dit aussi il y a 3 blocs aujourd'hui dans la vie politique nationale. Et on se retrouve tout à l'heure, Anne Brissot, pour parler des territoires. André Viola. L'enjeu, c'est ça. Aujourd'hui, on a 3 blocs. Et on voit dans des élections comme ça, au scrutin majoritaire, qu'il n'y en a que 2 qui passent au second tour. Et là, il y a un signal qui a été donné par les Françaises et les Français en nous disant que ça peut être le Front National qualifié. Et donc, il va falloir tout faire pour que nous ayons d'abord la victoire dans ce département dans une semaine, et puis au-delà, pour les échéances nationales de 2017, que la gauche républicaine et la droite républicaine soient devant. Sébastien Schneider, bonjour. Bonjour. Urbaniste. Dites-moi, est-ce que vous êtes d'accord avec le sentiment de M. Viola, 3 blocs désormais? C'est un constat. Maintenant, est-ce que ça va être la solution sur le plan de l'offre politique? Non. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a qu'à voir le discours du Front National, qui est un discours au final très simpliste, très binaire, limite langage maternel. Florian Philippot, c'est nous et les autres. Ça veut dire il y a le nous, on va dire les eurosceptiques. C'est les partis tribuniciens, comme le Parti communiste l'était il y a 30 ou 40 ans. Ah oui, complètement. Oui, non, mais voilà, justement, ça veut dire qu'effectivement, il va falloir adapter le logiciel, la matrice, à un discours beaucoup plus binaire pour justement essayer de sortir de ce manichéisme. C'est quoi un discours binaire? Nous et il aussi, mais... En fait, c'est pas plus, c'est très simple. Le côté Front National, d'un côté c'est nous et ensuite ce sont tous les autres. Non, c'est beaucoup plus subtil que ça. Et la subtilité, c'est qu'effectivement, vous avez les chevènementistes, vous avez une partie du front de gauche, vous avez les dupont-aigneantistes qui, eux, sont plutôt eurosceptiques. Ça veut dire on rétablit les frontières, l'union douanière, etc. Donc, un langage plutôt à la limite entre l'image de l'union de Sirdia et un parti conservateur grec. Voilà. Tandis que vous avez... Après les autres, au final, l'autre dualité qui va être en gros pro-européen,
avec des nuances et des subtilités qui va jusqu'au fédéralisme européen. Donc au final, l'offre politique, la réduire à 3 unités ou à 2 blocs n'est pas une bonne chose. Il y a beaucoup plus de subtilité et beaucoup plus de nuances à apporter. Et justement, la finalité de mon propos est la suivante. Si on réduit l'offre politique à 3 choix ou à 2 choix, ça signifie qu'on va réduire à la fois la pensée et on va être beaucoup plus dans un langage encore plus binaire que celui qu'on a aujourd'hui et on va avoir donc des extrêmes qui vont s'affronter. Alors que non, il va falloir être plus dans la nuance et plus dans l'harmonie. Monsieur Oui, Bouclit. tout à fait. J'étais en désaccord avec Sébastien Schneer sur le début de son propos, mais beaucoup plus en face sur la fin de son propos. Je m'explique clairement. Je pense qu'il faut arrêter de diaboliser le Front National. Ça nous a conduit finalement dans cette impasse finalement d'une tripartition de la vie politique. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire très clairement, c'est que les partis politiques, de gauche comme de droite, aillent davantage sur le terrain, être à l'écoute, en empathie avec la population pour répondre à ces angoisses. Mais rester comme ça, effectivement, dans des caricatures, dans des simplifications... Enfin, les gens ne veulent pas que des psychologues, tout de même, monsieur Non, Bouclit. pas des Écoutez, psychologues, mais des réponses concrètes. Mais pour avoir des réponses concrètes, il faut écouter les gens. Or, ce que font aujourd'hui nos formations politiques, c'est pas du tout ça. Ils sont dans l'entre-soi, ils sont dans une espèce de chauvinisme, d'orgueil, qui ne correspond pas finalement aux attentes des gens. Il faut des véritables élus de terrain. Mais ce qu'on va voir progressivement, il est vrai que nous avons une tripartition de la vie politique. Cette tripartition, elle est transitoire. Elle sera transitoire et non pas durable, à votre avis. Non, parce qu'en réalité, ce qui est en train de se faire, c'est une illusion d'optique. Ce qu'on est en train de voir, c'est que le clivage gauche-droite, au sens classique, est en train finalement d'être un nouveau clivage de nature gauche-droite, mais qui se redéfinit à la lumière finalement de la mondialisation et de la question européenne. Voilà. Jean-Pierre Foubert, vous êtes d'accord? Oui, alors moi je pense que l'avenir, puisqu'en fait c'est un petit peu... la question qu'on se pose, c'est que va devenir cette tripartition, etc. Transitoire ou durable, alors, pour reprendre les qualificatifs. Voilà. Moi je pense que ce phénomène de tripartition de la vie politique française est transitoire, et je pense qu'à terme, on risque de tomber, entre guillemets, dans un système tel que les Britanniques ont pu le connaître avant l'apparition du mouvement libéral tel qu'il existe actuellement en Grande-Bretagne, mais peut-être un système à l'américaine, avec un grand parti républicain qui irait, disons, de la partie droite, la plus droitière de l'UMP jusqu'au Front National, et de l'autre côté, par nécessité, comme ça s'est passé avec le Parti travailliste anglais, depuis une aile très libérale façon Tony Blair, jusqu'à, pour ceux qui se souviennent de ce leader du Parti travailliste qui était Michael Foot, qui était syndicaliste, très anti-thatchérien, etc., et qui ressemblait en gros à Mélenchon actuellement, c'est-à-dire sur des positions extrêmement dures et sans négociation. Donc je pense qu'on risque d'arriver à un système comme celui-là, parce que paradoxalement, la République est basée sur le principe de l'alternance. Enfin, la justification de notre démocratie est basée sur le fait que le pouvoir peut changer. Sauf qu'on n'avait pas imaginé qu'il pouvait changer entre 3 blocs. Et quand on l'a imaginé, quand Debray a imaginé et a été co-rédacteur de la Constitution de la Ve République, c'était vraiment un rapport gauche-droite avec une permanence de la droite, d'ailleurs, que la Constitution lui a permis d'assurer. Mais il y avait cette possibilité d'alternance, ce qui justifiait la démocratie. Alors qu'actuellement, la difficulté va être comment revenir à un système bipartite alors que nous sommes dans un système tripartite. L'autre possibilité, et d'ailleurs c'est extrêmement dangereux, entre guillemets, dans ce système par rapport à la Constitution, c'est le fait qu'un des 3 pôles peut un jour complètement gagner l'élection. Je pense en l'occurrence au Front National. Durable ou transitoire, Sébastien Schneider, cette crise, cette tripartition? Difficulté d'avoir une lecture à terme. Je partage plutôt l'avis de Mohamed Bouclit
Et en fait, c'est en phase avec la population. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on est quasiment schizophrène. Autant on va avoir une mise à mal d'un cimetière juif, etc. Toute la population va s'en émouvoir. Dans le même temps, les candidats Front National font des sorties antisémites sur leur blog, leur site internet, des sorties islamophobes, homophobes, etc. Ils sont quand même condamnés par Mme Le Pen et M. Alliot. Ils sont condamnés, d'accord. Non, mais condamnés, je veux bien, c'est bien. Mais en tout cas, ces mêmes candidats font des scores outranciers, honorables. D'accord. Donc, ce qui veut dire qu'il y a encore une difficulté entre l'émotion, le pathos, l'empathie, et puis après, ce qui va nous décider à mettre le bulletin de vote dans l'urne. Donc, grosse difficulté. À mon sens, non, il faut rentrer plus dans la subtilité, plus dans la nuance. La Ve République, elle a vécu, c'est très bien, il faut en changer. C'est pas plus compliqué que ça. La Troisième République avait un fonctionnement, certes, assez éphémère, mais en même temps, ça avait ses avantages. Un, il n'y avait pas de clientélisme, il y avait peu de lobbying qui pouvait s'exercer, puisqu'il y avait une valse tous les 6 mois ou tous les ans de différents ministères. Aujourd'hui, plutôt de la 4e République que de la 3e. Oui, pardon. Oui, parce que la 3e, les femmes ne votaient pas en plus. 4e République. Autant aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Effectivement, c'est tout ce que vous décrivez, c'est l'entre-soi. C'est j'y suis, j'y reste, je veux toucher mes indemnités, je cumule le plus possible, et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Si demain, on devait avoir une limitation dans le temps du renouvellement des mandats, un mandat renouvelable une fois, une limitation dans, on va dire, horizontale du cumul des mandats, ça veut dire pas plus de 2 mandats et avec une seule rémunération et pas 2, bah, effectivement, on n'aurait pas, entre guillemets, de carrière politique ou de professionnalisation. Vous imaginez, normalement, c'est censé être la défense de l'intérêt général. Quid de la défense de l'intérêt général? Alors, à ce moment-là, quand moi, effectivement, je suis le premier à me servir. D'accord, ça pose bien un problème. Et effectivement, ça fait partie d'un ras-le-bol que les gens opèrent quand ils votent Front National. Alors très rapidement, et Mohamed Bouclid pour conclure. Juste un point. Moi, je ferai plusieurs remarques là-dessus. D'abord, il faut rappeler aux gens qui vont nous écouter qu'il y a 550 000 élus en France, au suffrage universel, élus politiques. La remarque qui vient d'être faite laisserait entendre que tous les élus sont dans ce comportement d'accaparement d'avantages. Oui, mais pourquoi ne pas accepter la proposition de M. Dozière en disant on cumule, mais on ne cumule pas l'indemnité, on prend la plus haute et on arrête, quoi. Mais je pense en même temps... C'est simple. Oui, mais ça pose de vraies questions sur l'intérêt de ce que le citoyen peut porter à la vie politique. Et l'abstention peut être aussi volontaire et ça permet d'établir un rapport avec le politique. Parce qu'en réalité, le fait que des gens puissent faire des carrières politiques, comme vous l'avez dit il y a un instant, etc., mais en quoi est-ce que ça a changé ? J'ai connu des hommes politiques qui ont fait 20 ans, 30 ans de carrière précédemment. Quand je dis précédemment, vu mon grand âge, c'était il y a 40 ans, ou même pour les études que j'ai pu faire, il y a 50 ans ou 60 ans. Donc, c'est pas un phénomène nouveau. Donc, ce qui me semble nouveau, c'est peut-être parce qu'il y a plus de transparence et qui font que les gens, paradoxalement, analysent beaucoup plus le comportement des politiques qu'ils ne faisaient précédemment. Ça, c'est une vraie question. Et donc, je pense que peut-être l'espèce d'image d'Épinal des Français qui ne s'intéressent plus à la politique, eh bien, je crois que ce n'est pas vrai. Je pense qu'au contraire, ils s'intéressent à la politique et donc ils sont plus exigeants peut-être maintenant par rapport aux politiques, sans doute liés à la crise, à l'information aussi, les réseaux sociaux, tout ce qu'on peut imaginer, qui fait qu'effectivement, ils peuvent penser que les politiques ne représentent pas. Allez, il faut vraiment qu'on conclue, il y a 23 minutes déjà. Je prends le pari avec M. Foubert de voir tous ceux qui ont été éliminés au cantonal, les voir pour les régionales. Et pour quel intérêt ? Allez, on conclut la partie rapidement. Toujours sur la question du tripartisme. Effectivement, si on continue dans cette situation-là, le tripartisme s'accentuera, l'abstention grandira et effectivement, on s'orientera vers une crise de régime, vers une 6e République. Mais je vous parie une chose, je vous parie que, compte tenu du fait qu'effectivement, comme on l'évoquait en début d'émission, que ces départementales ont eu un caractère national, je vous parie que le vainqueur, parce qu'on est parti pour un 21 avril à l'endroit comme à l'envers, que le vainqueur fera un gouvernement d'union nationale. Et on ira dans ce sens-là. Et cette fois, il n'y aura pas l'erreur ou la faute qui avait été faite à l'époque de Chirac en 2002, c'est-à-dire un gouvernement des 20, mais un gouvernement des 80. Et donc tout le monde a en ligne de mire cela. C'est la raison pour laquelle on voit effectivement un Premier ministre qui s'est activé par rapport à ce scrutin-là, comme on voit effectivement
un Sarkozy être dans le nini. Voilà. Merci beaucoup. On a vraiment pris beaucoup de retard. On va à Perpignan, on va parler des territoires, on va à la rencontre des militants et responsables du Front National qui sont en tête dans les Pyrénées-Orientales. 35% des votes ont été donnés à leur formation politique. Reportage. Toutes mes félicitations et au travail. Merci. Un discours de combat plus que de victoire hier soir pour Louis Alliot face à ses militants. Et pourtant, on peut bien déjà parler d'une victoire pour le Front National. Premier parti des PO désormais, il sera donc présent au second tour dans 16 cantons sur 17. Donc je suis en tête largement sur les... C'était prévisible, le FN dépasse les 30% dans tous les cantons perpignanais, jusqu'à 38% même au Vernet et au Moulin à Vent. On avait eu de très très bons retours sur le terrain et on avait vu que les gens nous étaient extrêmement favorables. Mais enfin, bon voilà, c'est un scrutin et on attend toujours quand même le résultat des urnes avec un peu d'appréhension. Finalement, les gens ne nous ont pas menti, ils ont réellement voté pour nous. C'était prévisible également, le Front National réalise d'excellents scores sur la côte, mais il s'implante aussi dans tout l'arrière-pays. Pour la première fois, le FN devrait donc avoir des élus dans les PO. C'est les électeurs qui ont les clés en main. Soit ils veulent continuer avec les mêmes comme avant et ils auront la même politique, soit ils veulent changer et ils ont là les moyens de changer les choses. Eh bien, moi je leur fais confiance, qu'ils le fassent, qu'ils aient le courage de le faire. C'est important pour l'avenir. Prudent hier soir, Louis Alliot avançait ce matin la possibilité d'une victoire dans 7 cantons. Anne Brissot, vous nous avez à nouveau rejoint. Alors, quel est le territoire que vous voulez examiner? On voit que le Front National s'installe en périurbain, dans le Biterrois, sur le littoral. Allez, votre regard montpelliérain, puisque vous êtes élu à Montpellier. Alors, ce qu'on peut constater, par exemple, c'est qu'alors que la France se réveille avec une victoire nette de la droite et du centre, Montpellier se distingue par un recul historique. Et ça, clairement, et j'ai l'impression qu'il est temps de comprendre que Montpellier rejette et a rejeté les offres politiques des responsables de la droite et du centre, des responsables des cadres, en fait, de la droite et du centre. Après, ce qu'on peut dire, c'est aussi que dans l'Hérault, on est habitué, finalement, à ce que les structures partisanes locales ne soient pas forcément... obéissent plus à des personnes qu'à des règles. Et qu'il y a des règles qui sont communes finalement à tous les partis. On l'a vu avec Georges Frêche, on l'a vu avec Robert Navarro, on l'a vu avec d'autres. L'idée, c'est que souvent, en fait, on se rassemble autour de personnes plus que des convictions des partis. Et ça, c'est à la fois, du coup, ce qui fait que des personnalités politiques perdurent dans le paysage politique, enfin dans le paysage local, mais c'est aussi ce qui fait que les gens se désintéressent de la politique ou ne savent plus en fait si ils sont plutôt de droite, plutôt de gauche. Mais alors, c'est une critique en creux du sorellisme ou pas? C'est pas forcément une critique, c'est-à-dire que c'est plutôt une analyse. C'est-à-dire que ça fait 37 ans qu'à Montpellier, on fonctionne comme ça, et que pour changer ses habitudes, c'est difficile. Et donc, dans une élection où finalement le contexte national est à la défiance, parce que les Français sont en défiance vis-à-vis du gouvernement, où l'abstention est forte, dans un contexte aussi où les personnalités politiques locales existent plus que les partis, on se retrouve avec des seconds tours, finalement, comme à Montpellier, des binômes soutenus par une personnalité politique et non par un parti, face au FN. Sorellisme ça existe ou pas? Moi, j'invente un mot, mais... Je le disais, au sortir finalement des municipales, ce n'est pas une page qui se tourne, mais c'est un nouveau livre qui s'ouvre. Et ce qu'on constate... Donc ça va durer longtemps, si c'est comme à la fin, finalement, des années 70, où effectivement le fraîchisme s'installait, finalement, on voit un sorellisme qui s'installe. Certains y voient finalement la simplicité citoyenne qui dépasse la complexité des divisions partisanes, à gauche. D'autres y voient le laboratoire national de... Valls l'a rêvé, Sorel est en train de le faire. Un laboratoire du radicalisme. C'est-à-dire que peut-être que le rêve de Philippe Sorel, c'est de rassembler radicaux de gauche et radicaux de droite. Donc, mais les intervenants autour de cette table peuvent y trouver leur intérêt. Le sabre et le goupillon, alors, comme on disait sur la troisième. Oui, complètement. Non, pour moi, c'est pas plus compliqué que ça. Une personne politique forte, locale, ancrée, représentation nationale, bingo, Front National quasi inexistant. Henri Emmanuelli à gauche, par exemple, dans les Landes, ou Estrosi à Nice. Avant, nous avions Georges Frêche, le Front National sur Montpellier, c'était 5, 6, 7, 8% grand maximum. Aujourd'hui, sur certains cantons, c'est pratiquement 30%. Donc, ce qui veut dire que, effectivement, je partage l'avis de Mohamed Bouklit, Philippe Sorel
a tout à faire, a tout à écrire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas pour lui de supprimer la 5e ligne de tram et d'augmenter les impôts, il va falloir qu'il marque son empreinte du territoire. D'accord ? Ça veut dire que pour les régionales, s'il veut avoir une carte à jouer, parce que le prochain scrutin, ça va être celui-ci... Il va se présenter, vous croyez ? Il va falloir qu'il se présente en tout cas en tant que protecteur du Languedoc-Roussillon, des citoyens, des gens, de dire non à la politique gouvernementale, même un mot grossier en un mot, enfin voilà, pas plus compliqué que ça, qui tape du poing sur la table et qui s'affirme. C'est le seul rempart qu'on puisse avoir à un Front National dans un premier temps. Et après, on verra le temps un peu plus long, qui est sur le temps intellectuel, le temps de la pensée. Mais ça, il faut une révolution un petit peu sur les idées, sur la société. Il ne faut plus qu'on soit sur une société de la consommation et de l'instantané. Une demi-heure d'émission, on va conclure. Alors, vous êtes au conseil municipal de Montpellier, vous avez plein de choses à dire, hein ? Ah, ça, Ils ont sûr. déclaré leur flamme, là. En fait, moi, je partage l'analyse de deux intervenants, c'est-à-dire qu'à la fois, je suis d'accord, pour une fois, avec Mohamed Bouklit, qui explique... On y est arrivé au bout d'un mois et demi, hein. Finalement. Ça va, vous crevez vos abcès. C'était pas un Débat abcès après pour débat. moi. Hein. Moi, Non, j'ai pas mais l'impression d'avoir des abcès. Mais On va bon. vous retrouver sur une liste Auréliste un jour ou quoi ? Enfin, pardon, allez. En tout cas, c'est ce que je partage je dans note qu'elle crève ses votre abcès, analyse. c'est bien. Mais j'ai pas d'abcès, j'ai pas l'impression. Vous verrez. Enfin, donc, quand même, je peux justement exprimer pourquoi je suis d'accord avec vous. Allez-y. Donc, pour moi, On l'idée, conclut. c'est qu'effectivement, j'ai l'impression qu'on est dans un laboratoire et que Philippe Sorel, qui s'est toujours revendiqué comme étant l'ami intime de M. Valls, va d'abord gagner Montpellier sans étiquette, puis dans un deuxième temps essayer la même stratégie sur le département, aidé par Manuel Valls, qui fait un petit front, un front républicain qui appelle à voter contre le FN, à se mobiliser, etc. Donc une stratégie qui, à mon avis, n'est pas du tout innocente. Et puis après le département, ils vont tester la région. Et comme on sera dans un cadre sur le département ingouvernable, parce que finalement, peu importe qui est élu au deuxième tour, on verra que peut-être Philippe Sorel va pouvoir, et les candidats de Philippe Sorel vont pouvoir en fait être ceux qui vont apporter une solution. Et c'était l'idée, à mon avis, réellement de M. Valls, qui attend juste une chose, c'est que Philippe Sorel réussisse, qu'il réussisse ce même coup à la région pour lui-même le transférer au national. Allez, conclusion, tous les deux, rapidement, sur cette partie-là. Laboratoire, alors, vraiment... Effectivement, donc là, maintenant, on a effectivement une phase transitoire de la vie politique au niveau local, national. On n'a pas évoqué effectivement aussi un autre laboratoire qui est celui effectivement de Béziers, un laboratoire de l'extrême droitisation, comme j'en parlais au lendemain des élections municipales, qui lui aussi... il y a un laboratoire qui a fonctionné, c'est à Orange, manifestement, où les résultats sont très très importants pour les candidats d'extrême droite. On pourra le révoquer dans un autre débat, mais effectivement, Ménard, avec un subterfuge de communication, permet effectivement d'enraciner le Front National dans le Biterrois. Avec de très très gros scores tout de même. Tout à fait. Être sur le terrain, être proche des gens, comprendre les attentes des citoyens, le logement, l'emploi, une vie somme toute digne, avec le peu de moyens qu'on puisse en avoir, mais une vie comme ça, et surtout un homme politique ou une femme politique fort et protecteur. Moi, je rajouterais quand même que les partis ont quand même leur rôle à jouer encore et qu'il ne faut pas baisser les bras, que les personnalités politiques, bien sûr, ça compte, surtout dans l'Hérault, on l'a vu, mais quand même que les partis politiques doivent apporter leur pierre à l'édifice et permettre aux citoyens de se réapproprier la République. Et éradication de l'entre-soi, du clientélisme, voilà, etc. Bien sûr. Merci beaucoup, merci d'avoir participé à tous ces débats. On se retrouvera de manière très régulière, sûrement dès le mois de septembre, autour de la question des élections régionales. Vous avez déjà beaucoup d'idées. Merci beaucoup d'avoir participé pendant 6 semaines à ces débats sur le net. À bientôt.